Comment est-ce qu'on évite que demain ce soit ça et qu'on ait effectivement de l'IA qui vienne en fait complètement influencer les dépenses de l'assurance maladie? On pourrait se dire, un outil, s'il est pertinent, le médecin généraliste naturellement va se l'approprier. On se casse les dents contre le mur des habitudes et la charge mentale du quotidien. Je pense quand même qu'il y a une urgence à rentrer très vite dans le match et à sortir un cadre réglementaire qui garantisse notre souveraineté économique, industrielle et aussi de santé. La politique de santé, c'est hyper industriel et donc ça doit être extrêmement descendant. Le jour où l'assurance maladie débarque, elle fait des cahiers des charges, etc. C'est un peu moins rigolo. Mais le paradoxe, d'une certaine manière, et ce que Clément raconte, c'est que en fait, à la fois la France, c'est un pays, et l'Europe, c'est très réglementé, etc. Mais ce dont souffrent aujourd'hui des solutions comme celle de Clément, c'est l'absence de régulation, l'absence d'intervention du marché et du régulateur. Allez, c'est parti. Bonjour à tous. On est parti pour un épisode de PharmaMinds en live. Je suis ravie de pouvoir vous rencontrer pour cette première édition. Et puis une nouvelle variante, on est sur un format table ronde. Table ronde parce qu'on a besoin de différents regards d'experts. Le sujet est suffisamment complexe, on va parler de la pertinence des soins. Et je suis ravie d'avoir un plateau d'exception devant moi. Je vais commencer par la femme qui est là, Marguerite Cazeneuve, directrice déléguée de la CNAM, donc qui va nous donner le regard de l'assurance maladie. J'ai aussi à côté de moi, Thomas Cazenave, bonjour, député de la Gironde et ancien ministre des Comptes publics. Bonjour. Et Paul Frappé, président du Collège de médecine générale. Bonjour Paul, enchanté. Et puis le dernier, l'industriel de la table ronde. Médecin aussi. Le médecin qui, pour attraper le coup, c'est ça, Clément Gers, qui est donc le CEO de Synapse. Et donc merci à Synapse de nous accueillir sur son stand. Pour commencer ce sujet, je vais commencer avec un chiffre simple. On aurait, selon différentes études, 25 à 30% des prescriptions qui seraient inefficientes. Ça représente combien sur le budget en fait, des médicaments qui est 60 milliards? Ça voudrait dire qu'on est à peu près sur à peu près 20 milliards de prescriptions. Donc on peut parler pas seulement de médicaments, mais peut-être d'actes aussi et d'examens qui serait inefficient. Donc c'est, je trouve passionnant parce qu'on voit qu'on a quand même un sujet d'ampleur, un sujet ambitieux. On est dans un contexte où budgétairement c'est tendu. On a un décrochage, on peut dire, de déficit en fait de la sécurité sociale. Et en même temps, on se dit, on a les moyens avec la technologie aujourd'hui de voir qu'il y a des inefficiences en fait dans les prescriptions. Et je crois qu'on est ensuite hyper chanceux parce qu'aujourd'hui, la technologie nous permet aussi d'entrevoir des solutions. Donc l'objet de cette table ronde, c'est d'essayer d'abord observer, comprendre en fait. On sait que les prescriptions, il y en a peut-être beaucoup qui sont mal faites pour plusieurs raisons, notamment le vieillissement de la population, des thérapies qui sont de plus en plus complexes et donc c'est difficile de prescrire. Mais il y a aussi peut-être d'autres raisons. L'idée c'est d'observer, de voir les limitations et en fait comment on peut faire, quelles pistes seraient possibles pour résoudre tout ça. Je vais commencer par la vision de la CNAM, bien sûr, pour savoir en termes de pertinence des soins, qu'est-ce qui est fait aujourd'hui globalement, comment vous prenez ce sujet, comment vous regardez ce sujet, est-ce que vous en êtes conscient et comment vous regardez ça? Ah oui, on en est très conscient parce que en tant qu'assureur, effectivement, c'est notre rôle de faire en sorte que l'ONDAM, donc l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, qui est voté par le législateur, c'est la responsabilité de l'assurance maladie. Ensuite, de faire en sorte de rentrer dans l'enveloppe qui a été votée. Donc il y a plusieurs leviers pour le faire, mais effectivement, le bon usage du système de santé est le principal levier qui est plébiscité. Et alors, le 30%, c'est un chiffre qui tourne beaucoup, qu'on n'a jamais pu totalement vérifier, mais j'allais dire, peu importe. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'aujourd'hui, on est à 15 milliards de déficit pour la branche maladie, sur 18 milliards de déficit pour la sécurité sociale, et que c'est la première fois de l'histoire de l'assurance maladie qu'on a une situation qui est durablement déficitaire, avec par ailleurs des perspectives de dégradation assez rapides dans les années qui viennent.
parce que vieillissement de la population, etc. Dans un contexte économique qui ne prévoit pas des recettes exceptionnelles. Et donc, ça fait, depuis que l'assurance maladie existe en tant qu'assureur, elle gère son risque, la gestion du risque, ça fait partie de ses missions. On a toujours fait ça, mais c'est vrai que là, on arrive avec une nouvelle équation médico-économique beaucoup plus complexe que d'habitude. On a un déficit de 15 milliards qu'il faut qu'on arrive à combler, et ensuite, il faut qu'on arrive structurellement à rester à l'équilibre. Donc c'est là où l'efficience, en fait, ça regroupe plein de choses. Donc nous, depuis très longtemps, on travaille en partenariat avec les prescripteurs, notamment pour faire en sorte que les recommandations scientifiques soient appliquées, notamment en matière de prescription médicamenteuse, etc. Donc ça, c'est un axe très important. Et on a de plus en plus d'outils désormais qui vont nous permettre de faire de l'efficience de manière plus large. Dans l'efficience, il y a la lutte contre le gaspillage. Donc ça, c'est un angle qui est assez nouveau, l'angle écologique et le fait qu'on puisse l'intégrer dans nos pratiques. Il y a évidemment tout le numérique en santé. On a l'ordonnance numérique qui est en train d'arriver, la lutte contre la fraude. Donc on a plein de choses qui peuvent être faites. Le fait aussi que grâce au numérique et au volet de synthèse médicale, on a la possibilité d'avoir des logiciels d'aide à la prescription qui connaissent beaucoup mieux le patient et qui sont capables de manière beaucoup plus précise d'éviter la iatrogénie médicamenteuse, ce genre de choses. Donc, en fait, l'efficience, le bon usage du système de santé, ça recoupe plein de choses. Ça va de la fraude à la prévention. Et donc, c'est tout ça qu'on essaie de porter à l'assurance maladie auprès de nos différents partenaires. Évidemment les prescripteurs, mais c'est aussi les patients. D'une certaine manière, il faut aussi que les patients se rendent compte de la chance que l'on a collectivement d'avoir l'assurance maladie. C'est une fierté française, mais c'est aussi une institution qui est un colosse au pied d'argile. Donc il faut qu'on y fasse attention. Et puis il y a d'autres acteurs, les entreprises, qui sont aussi des acteurs, par exemple, sur les arrêts de travail, qu'on doit sensibiliser. Tout un écosystème qu'il faut qu'on arrive à responsabiliser et vers lesquels il faut qu'on arrive à impulser, j'allais dire, les meilleures pratiques qui soient scientifiquement prouvées, puisque c'est un peu la ligne directrice de l'assurance maladie, c'est qu'on veut de la performance médico-économique, et donc l'efficience, elle se passe toujours au service du patient. Donc que ce soit jamais dans la dégradation des soins, de la dégradation de la qualité. On ne fait pas des économies contre l'assuré social ou contre le patient. On cherche une performance qui soit à la fois médicale et économique. Du coup, est-ce qu'il y a des initiatives, donc là c'est actuel, qui sont faites en particulier sur les prescriptions d'actes, prescriptions de médicaments, pour avoir un peu de détails? On a signé une magnifique convention avec l'ensemble des médecins libéraux, avec 15 programmes d'efficience et de pertinence qui couvrent plein de champs. Et donc effectivement, les actes, les arrêts de travail, les transports, etc. Donc on a plein de choses dans nos bannettes. Comme vous le savez, vous l'avez peut-être vu en arrivant, il y a un peu des embouteillages à Paris, puisqu'on a signé une convention avec les taxis qui nous permet d'optimiser la manière dont les transports sanitaires sont faits. Donc en fait, des actions de l'assurance maladie en matière de bon usage de la dépense en santé, on en fait plein. On en conduit plusieurs à la fois avec plein de partenaires, et on présentera notre copie chargée produit. Donc il y a un peu le rapport que l'assurance maladie rend chaque année en juillet au gouvernement et au Parlement pour, j'allais dire, activer des leviers pour lui permettre de faire le milliard d'économies qu'on est censé faire chaque année, de manière plus ambitieuse cette année, puisqu'on va présenter une copie à plus de 15 milliards pour essayer de revenir sa barre. Donc voilà, c'est un peu le suspense de ce qu'on présentera début juillet. Super teasing, ouais. Merci. Pour Thomas Cazenave, côté pouvoir public, est-ce qu'ils ont conscience de en fait, l'ampleur de la pertinence je vois les yeux qui vont au ciel, donc pas forcément. Mais en fait, est-ce que les pouvoirs publics ont conscience en fait, de cet impact en fait, sur la pertinence des soins, l'impact à la fois sanitaire et économique? Merci, bonjour à toutes et à tous. Alors moi je ne suis ni l'assureur, ni le médecin, ni l'industriel médecin. Je suis législateur, donc on vote notamment, Marguerite l'évoquait, dans le cadre du PLFSS, un certain nombre d'objectifs. Donc peut-être revenir en deux mots, oui, je pense qu'on a, je le crois,
tous conscience que probablement notre modèle n'est plus du tout soutenable. Je ne suis pas tout de suite sur la pertinence des soins, j'y reviendrai, mais quand Marguerite Cazeneuve évoque le déficit de l'assurance maladie, de manière générale, notre modèle social n'est plus soutenable et le modèle qui garantit un haut niveau, je crois, de protection, d'accès aux soins. Quand on prend juste les médicaments, je ne sais pas si les chiffres les plus récents sont conformes à ceux de l'année dernière, j'avais en tête, mais quand ça progresse de 5-6% par an, c'est juste pas soutenable avec la création de richesse de notre pays. Donc on ne peut pas rester sur cette trajectoire-là parce que le système ne pourra pas se financer, sauf à chercher de nouvelles ressources, lever de nouveaux impôts, mais on sait aussi, je crois, qu'il faut pouvoir garder une activité économique importante qui crée des emplois. Donc ce problème-là, pour moi, il est majeur. Et surtout, il faut arriver à se dire que des économies dans le système de santé de manière générale, c'est pas un tabou. Marguerite évoquait des économies là, très récentes, notamment sur les questions de transport sanitaire, mais je crois aussi sur la dépense de médicaments, d'une certaine manière, sur la dépense de soins, sur la prescription. On doit aussi pouvoir faire des économies. Et ce qu'évoquait récemment encore la Cour des comptes, et ce que moi j'avais pu observer aussi dans mes précédents mandats, c'est qu'on sent bien qu'il y a aussi beaucoup de gaspillage. Il y a des gaspillages dans les prescriptions de médicaments, des fois dans les ordonnances, dans l'accès aux soins, la redondance des soins, etc. Et donc je pense qu'on a un enjeu fondamental à se dire maintenant on doit pouvoir faire beaucoup mieux avec ce qu'on dépense déjà aujourd'hui, d'où la question de la pertinence des soins. Moi j'ai eu la chance de rencontrer les équipes de Synapse qui sont dans une magnifique circonscription, la première de la Gironde. Je les salue pour leur initiative, leur innovation et puis tout leur talent au service du système de soins. Et je pense que c'est par le bon bout qu'on prend le sujet. C'est-à-dire la pertinence, ça permet de dire quoi? C'est qu'il ne faut pas opposer les économies à la santé. Et je crois que vous êtes en plein dans ce sujet-là, en disant au contraire, parce que quand vous avez une surprescription, je comprends qu'on prend quelques risques pour la santé des patients, mais ça, je parle sous le contrôle des spécialistes. Et par ailleurs, c'est très mauvais pour l'assurance maladie. Et donc moi, je pense qu'il faut aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin sur la question de la pertinence des soins. Et j'en terminerai par là. Ça doit aller pour moi de pair, toutes les propositions innovantes qui sont sur Synapse et ailleurs, avec aussi un changement de notre modèle. Parce que notre modèle, il n'est pas très vertueux, il n'est pas très incitatif. Qui a intérêt, des fois, à mieux prescrire, à prescrire moins? Parce que les professionnels de santé sont complètement encore incités à le faire. Donc moi, je pense qu'il faut qu'on poursuive un peu la réflexion sur le financement et le modèle qui accompagne les innovations comme celle de Synapse, mais on y reviendra. Une autre question du coup pour vous, c'est inciter, je pense que c'est un point hyper intéressant. Et le second, c'est en fait l'accès à l'innovation. Parce que effectivement tout le travail autour de la régulation de dépenses santé, ça se passe sur des baisses de prix, mais du coup ça bloque l'accès à la fois à l'innovation et aussi voilà, d'autres choses aussi pour la vie des prématures et pour les tarifs à l'hôpital. Mais cet accès à l'innovation, comment il faut le penser? C'est quoi? C'est aussi un nouveau modèle pour permettre l'accès à l'innovation pour aussi des économies? C'est quoi? Alors, vous soulevez un point, je pense, fondamental. Moi, quand j'étais ministre des Comptes publics, et j'ai eu l'occasion d'en discuter à l'époque avec le ministre de la Santé, c'est une bataille terrible sur la question de la régulation des prix. Et je pense qu'il faut, à la fois elle est nécessaire, mais ça peut pas être l'alpha et l'oméga, parce qu'après on peut appauvrir complètement le système, ne plus générer suffisamment de ressources pour financer l'innovation. C'est parfois contradictoire avec l'enjeu de réindustrialisation du pays, forme de souveraineté. Donc c'est pour ça qu'il faut arriver à ouvrir le champ et les leviers pour faire des économies en disant il n'y a pas que le prix, il y a aussi la qualité de la prescription. Et je pense que c'est indispensable, sinon on sera toujours un peu dans les mêmes injonctions contradictoires dans le train de l'économie, mais on veut aussi accéder à l'innovation et on sait que les traitements les plus performants, ils sont parfois coûteux, ils nécessitent beaucoup d'investissement. Donc c'est pour ça que je trouve que la voie ouverte sur la question de la pertinence des soins, des dispositifs numériques, de l'accompagnement à la prescription pour les professionnels, elle est probablement assez fondamentale. Alors maintenant, je m'adresse à vous, Paul, pour parler justement des médecins et déjà essayer de comprendre quelle est la perception, quelle est la réalité des médecins face à ce sujet de la pertinence des soins.
Alors, quel est le vécu de la pertinence par les médecins généralistes? J'aurais envie de dire ça dépend, ça dépasse. Ça dépend des médecins, puis ça dépend même pour un même médecin des jours. Hein. Il y a des moments où ça peut être vécu de manière très positive et puis parfois être beaucoup plus compliqué à mettre en pratique cette aspiration à la pertinence. Déjà, avant tout, il y a quand même quelque chose qui, je pense, où on peut se mettre d'accord, c'est, voilà, comme l'évoquait Thomas Cazenave, il y a une prise de conscience sociétale sur la nécessité de durabilité, de soutenabilité du système qui passe par la pertinence et par une certaine forme de sobriété. Je pense que les médecins en ont tous conscience de cette nécessité et en sont imprégnés. Ils y participent à cette espèce d'action pour aller vers la pertinence, en commençant par la convention avec les syndicats et qui vont essayer de discuter des sujets qui sont les plus importants à mettre en avant parce qu'on ne peut pas tout avancer de front. Si on veut changer les pratiques, il faut sans doute faire la sélection et hiérarchiser les priorités sur les pratiques à modifier. Et puis même, ils y participent tout au long de l'année par les actions des différentes structures qui font la médecine générale, de formation, de sensibilisation sur tout plein de sujets. Alors, au sein du cabinet, très concrètement, le médecin généraliste, il peut un peu vivre ça comme la carotte et le bâton avec des incitations financières et puis des notions de plus de contrôle qui peuvent être tout à fait justifiées, qui vont un petit peu se focaliser sur des indicateurs, quelque part des résultats. Peut-être s'il y avait un enjeu de soutien concret qui manque aujourd'hui, c'est peut-être d'améliorer les moyens qui permettent d'être pleinement efficaces pour atteindre ces indicateurs. On a besoin d'outils, on est encore très loin et c'est assez fou dans une société de l'information comme on a aujourd'hui où tout circule à fond, avec un enjeu aussi important que celui de la santé, on n'arrive pas à avoir aujourd'hui vraiment encore pleinement d'efficacité dans nos outils, que ce soit de gestion de la connaissance scientifique, mais aussi la connaissance réglementaire. Être un bon médecin, c'est pas juste connaître la science, c'est aussi savoir le cadre réglementaire, quels sont les droits des patients pour pouvoir l'accompagner au mieux. Et puis aussi la gestion de l'information, du recueil de l'information spécifique auprès du patient et de l'information contextuelle qu'il y a autour de l'environnement du patient, parce que on a peut-être tendance à penser qu'il y a une pertinence, et je crois que la pertinence ultime n'existe pas. C'est presque transcendantal de parler de pertinence comme la vérité. Il y a des vérités, il y a une pertinence selon chaque perspective, qu'elle soit de l'assurance maladie, de la collectivité, du côté financier. Il y a une pertinence du point de vue scientifique, il y a une pertinence du point de vue du patient, il y a une pertinence du point de vue écologique. Et tout ça, le médecin est amené à le mettre en perspective justement pour pouvoir choisir auprès du patient, comme avec l'EBM, qu'est-ce qui est la pertinence prioritaire face au patient. Et donc on a besoin d'outils qui nous aident à choisir quelle est la bonne pertinence individuelle à l'instant T avec le patient. Et donc si je comprends bien, ils sont plutôt en demande en fait maintenant de solutions, d'actions, ou est-ce qu'il y a des obstacles qui les empêcheraient en fait d'utiliser ça? Il y a les deux, oui, il y a des enjeux, des obstacles et une attente de solutions pour améliorer ce besoin dans la gestion de l'information. On parle souvent, quand on parle des prescriptions, du point de vue du médecin généraliste, je pense que le premier risque, il est plus dans le manque de prescription, qui est aussi un sujet, parce que si on ne prescrit pas des bons traitements préventifs, des bonnes initiatives préventives au bon moment, et ça retentit derrière sur des coûts supplémentaires. Donc, c'est comme les stop and start, la grille stop and start, il y a besoin aussi plein de savoir déprescrire, mais aussi initier. Et en médecine générale, je pense qu'on le premier risque, le premier obstacle qui nous guette, c'est l'habitude, c'est de se faire prendre dans le quotidien, il y a une charge mentale, et puis du coup, quand il faut initier, être proactif, on est peut-être plus en difficulté. Si en plus on est en difficulté pour identifier, pour accéder à l'information qui rapidement, qui va pouvoir nous être utile pour répondre aux besoins du patient, ça rajoute, et du coup, on passe à côté, et je pense qu'on se fait prendre dans notre quotidien. Et le deuxième obstacle, c'est peut-être souvent on se réduit à identifier le changement qu'il faut faire. Et c'est pas tout d'identifier, de dire ce médicament est manquant, ou cet examen est manquant, cette consultation est manquante, ou alors au contraire il est superflu, il faut le retirer, il faut le repérer, c'est important, mais après il faut évaluer tout le contexte pour pouvoir peser le pour et le contre, mettre en perspective avec les autres priorités. Il faut négocier, emporter l'adhésion du patient, parce qu'on peut avoir raison, ça sert à rien si le patient n'adhère pas derrière, voilà. Et puis il faut avoir aussi ces outils qui nous permettent d'avoir un suivi en pluriprofessionnalité par rapport à toute cette
mission autour de la pertinence. Voilà, donc on essaye de promouvoir en tant que collège de médecine générale le développement d'outils autour de l'information et d'essayer que tous ces écosystèmes et ces outils qui existent soient cohérents, à la fois pertinents pour la pratique et puis cohérents entre eux. On travaille sur BM France au sein du collège de médecine générale, on a la chance de bénéficier du soutien de l'assurance maladie, et c'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup d'enjeux aujourd'hui. L'enfer est pavé de bonnes intentions, mais on peut quand même se dire qu'il y a une vraie chasse au clic à lancer quand on est médecin, à utiliser ces logiciels, son ordinateur et même son navigateur internet pour aller chercher une information. Il y a une multiplication des interfaces, il y a énormément de travaux de gains de qualité qu'on pourrait avoir encore dans nos outils pour gagner en efficacité et par là en qualité des soins. Okay, donc maintenant, parlons de la solution, Clément. Les logiciels d'aide à la prescription, quel est votre regard? À quoi ils servent concrètement pour les médecins, pour qu'on comprenne en fait, où est-ce qu'ils les aident, est-ce qu'ils répondent à ce type de besoin? Alors, les logiciels d'aide à la prescription, ils existent depuis des années, ils sont bien encadrés, ils sont financés en partie de manière par la convention médicale et par le ex-forfait structure et maintenant de l'IM. Ils ont longtemps été, et au sens propre HS du terme à LAP, ils sont focalisés sur la sécurité beaucoup plus que sur l'efficience. C'est-à-dire qu'ils sont là pour aider les médecins à ne pas faire de conneries sur des aspects vraiment de sécurité. Je pense qu'aujourd'hui le débat il est plus tellement là. Je pense que là on a très bien entendu le constat sur le système de santé. Que je partage 1000% pour avoir déjà parlé ensemble. Moi j'ai vécu aux États-Unis, je sais ce que c'est que de vivre dans un autre système de santé, donc je sais la chance qu'on a en France et à quel point il faut le préserver. Je pense que la question qui se pose, c'est que on a les défis, mais on a aussi des opportunités avec ce qui se passe dans le domaine de l'intelligence artificielle. C'est une vraie opportunité parce que ça arrive à un moment où on a besoin justement de solutions et d'outils. Et finalement, on est en train de se dire tous ensemble qu'il y a des économies à faire, qu'elles sont réelles, qu'en plus les médecins sont demandeurs, mais que le problème est compliqué parce que en fait, et ça a été, je suis hyper d'accord, il n'y a pas une pertinence, il y a des pertinences, et donc c'est compliqué dans un contexte de raréfication du temps médical, de complexification de la médecine. Mais je vais me faire un petit peu provoquant. Le débat, il est presque déjà, ça c'est le débat d'hier. Aujourd'hui, nous, on montre déjà des choses qui ne sont pas de la science-fiction, on arrive quasiment à automatiser les prescriptions. On arrive avec l'IA à dire si on a des bonnes informations sur le patient, a priori, c'est suggéré parce que on fera toujours que 95%, voilà la bonne ordonnance. Ça, je trouve que moi ça a toujours été mon rêve, j'ai co-créé Synapse pour ça en disant on va y arriver un jour. C'est à la fois merveilleux parce qu'on se dit tout le monde va bénéficier de la même qualité des soins et la même égalité face à une bonne ordonnance, qui est je crois la mission de l'assurance maladie en plus, que tout le monde bénéficie de la même qualité des soins. C'est pas exactement ça, mais presque. Et en même temps, pour moi, c'est pour ça que je suis content qu'on en parle tous ensemble, il y a un risque, parce que ça veut dire que demain, c'est des algorithmes et c'est l'intelligence artificielle qui va avoir la main pour partie sur nos dépenses de santé. Parce que moi, si demain je fais n'importe quoi avec mes algorithmes, je vais commencer à avoir des très gros impacts sur les prescriptions à un niveau national. Et donc c'est là où je pense que le débat qu'on est en train d'avoir en ce moment, il est crucial de l'avoir en ce moment, à savoir comment on s'en saisit pour en faire une opportunité nationale, pour mieux soigner, mais moins dépenser également, et comment on assure aussi notre souveraineté pour que demain, ce soit pas Amazon, et je les cite pas sans raison. Amazon aux États-Unis, ils ont des cliniques, des logiciels et des médecins, et ils ont toute la chaîne. Comment est-ce qu'on évite que demain ce soit ça et qu'on ait effectivement de l'IA qui vienne en fait complètement influencer les dépenses de l'assurance maladie. Donc risque, opportunité, mais en tout cas je suis ravi qu'on ait le débat à l'heure actuelle. Et alors là tu me lances sur le sujet de l'évaluation, je pense aussi de ces logiciels. Se dire en fait c'est bien mais il faut encadrer, contrôler. Est-ce que peut-être entre la CNAM et les médecins généralistes, est-ce que vous dites en fait il faut qu'on établisse des règles du jeu? Comment il faut regarder ça? Comment il faut regarder ce sujet? Honnêtement, alors aujourd'hui la Haute Autorité de Santé elle regarde les logiciels d'aide à la prescription, mais c'est sûr que dans le nouveau monde de l'IA, en fait une IA qui par ailleurs est évolutive, la manière dont on va évaluer la pertinence
un algorithme qui par ailleurs est mouvant, en fait on n'a pas encore totalement craqué le sujet. Sachant que même si la Haute Autorité de Santé, elle valide des logiciels de la prescription, en fait elle valide plutôt des fonctionnalités. Mais la réalité de l'évaluation, c'est que en fait, les outils aujourd'hui qui sont utilisés par les professionnels de santé, quels qu'ils soient, des logiciels, des outils d'aide au diagnostic, etc., en fait, tout ce qui relève des outils des professionnels de santé, ils ne sont pas évalués aujourd'hui par la Haute Autorité de Santé. Et donc, c'est une sorte de business B2B entre les professionnels et des industriels qui leur fournissent des solutions. Donc, quand il y a un retour sur investissement financier, parce que vous avez tout d'un coup un diagnostic qui peut être fait plus rapidement, il y a un ROI pour l'acheteur, pour l'établissement, pour le professionnel libéral, et donc il a un intérêt à acheter, à s'équiper d'outils innovants avec l'IA. Quand c'est uniquement de la qualité que permet le produit ou l'innovation, c'est plus compliqué pour l'hôpital, pour le libéral, d'acheter cette innovation. Parce que du coup, ça a un coût sans avoir nécessairement d'impact financier pour lui, parce que ça dégrade en tout cas sa rentabilité personnelle. Et donc, c'est là où il faut qu'on ait une qualité qui soit suffisamment forte, une démonstration de qualité qui soit suffisamment forte pour que, à la fois lui, il a envie de le faire pour ses patients et que, d'une certaine manière, les pouvoirs publics puissent intervenir. Mais aujourd'hui, c'est très compliqué pour les pouvoirs publics d'intervenir parce qu'on n'a pas d'évaluation scientifique indépendante de ces différents outils. Et donc, ça fait partie des très gros challenges qui sont devant nous. Alors, il s'est passé des choses ces 2-3 dernières années quand même. On a le numérique en santé a été totalement... on a gagné 10 ans sur le numérique en santé. On a créé Mon Espace Santé. On a totalement urbanisé le numérique en santé grâce au Ségur de la Santé. Donc aujourd'hui, tous les logiciels, les professionnels sont interopérables. Ils alimentent Mon Espace Santé. On a 20 millions de comptes activés. Donc en 2-3 ans, on a réussi à totalement monter le niveau de jeu de tout un écosystème sur l'interopérabilité et la qualité des données. Est-ce que demain on peut faire la même chose avec tous les logiciels en matière de qualité, avec du coup des modalités d'évaluation qui sont différentes qu'il faut qu'on invente avec les sociétés savantes, les collèges, les hautes autorités de santé, les patients. Voilà, c'est un challenge qui est devant nous, honnêtement, que personne encore a réussi à totalement craquer. Mais voilà, on l'a fait sur le numérique en 3 ans. Et donc, je suis assez confiant sur notre capacité à le faire. Du point de vue des professionnels, je m'étais noté deux petits mots par rapport à l'évaluation de tous ces outils numériques qui arrivent et de l'IA. Le premier, c'est qu'il y a quand même un réflexe à évaluer ces outils uniquement sur est-ce que le résultat qu'ils donnent est vrai ou faux, est-ce qu'ils se sont trompés, non. Et je pense que d'un point de vue professionnel, il y a cette attente-là, c'est certain, c'est quand même le premier objet de l'outil, mais il y a aussi d'autres attentes. Il y a, même si elle se trompe de temps en temps, déjà si elle nous aide à hiérarchiser par exemple l'urgence de l'adressage en disant la probabilité est bien plus élevée avec l'examen que vous avez fait avec cet outil plutôt qu'avant, ça va nous aider et ça va être un gain de pertinence de ne pas faire des adressages inutiles aux urgences ou à l'inverse, de les faire quand c'est vraiment nécessaire. C'est aussi un gain relationnel, un outil numérique, c'est aussi une manière c'est aussi un tiers dans la relation avec le patient et ça permet de dire, regardez, parfois, il n'y a pas que moi qui vous le dis, la machine me dit, on se sert souvent de la CNAM en disant je ne peux pas le faire, la CNAM nous l'interdit. Là, ça fait un autre tiers, c'est pas mal. Mais ça peut être très utile de manière très honnête dans la relation. Voilà. Et je pense que ça aussi, il ne faut pas le perdre de vue dans l'évaluation des outils parce que c'est vraiment un gain pratique qui est très présent. Et puis le deuxième point, c'était... je ne vais pas lire mes petites notes. Oui, si. On présente souvent les outils, toute innovation, comme ça va venir remplacer ce qui existait jusqu'ici. Quelque part, les outils numériques vont pouvoir remplacer le diagnostic du médecin en donnant une réponse qui est plus fiable, etc. Et le médecin, il va avoir une utilité finalement juste de narrateur, de médecine narrative, en disant, voilà, je lis la petite histoire qui sort de la machine et je deviens le conteur de cette histoire face au patient. Alors, c'est vrai, il y a une dimension narrative de la médecine qui est extrêmement importante, mais je pense qu'il y a aussi toutes les questions de responsabilité, de décision qui vont persister, qui sont très importantes à mettre en avant et à ne pas oublier quand on parle de l'évaluation de ces outils numériques.
Peut-être juste un complément là-dessus, parce que du point de vue plus global, du législateur, moi je pense qu'il y a quand même une course de vitesse qui doit s'enclencher. Course de vitesse parce que d'abord tous les pays, tous les continents ne régulent pas de la même manière que nous, et on a un enjeu compétitif sur la réglementation quand même. C'est-à-dire qu'il faut qu'on aille au moins aussi vite que les innovations, au moins aussi vite que, je pense, nos concurrents. On risque, comme on l'a vu dans d'autres secteurs, des géants qui trouvent leur réglementation dans d'autres pays que nous finissent par imposer leurs solutions. Donc je pense que, vu des pouvoirs publics, on a quand même une urgence à agir, une urgence à garantir demain qu'on trouve le bon cadre régulatoire, la transparence des algorithmes, leur auditabilité, se mettre d'accord sur les critères, que les professionnels se mettent d'accord. Mais je pense quand même qu'il y a une urgence à rentrer très vite dans le match et à sortir un cadre réglementaire qui permet aussi, comme le disait Clément, à ce que des solutions qui garantissent notre souveraineté économique, industrielle et aussi de santé. On n'a pas parlé de l'enjeu de la donnée de santé, mais donc moi je pense que comme législateur, comme député, comme responsable politique, je vois quand même un intérêt à ce qu'on accélère très fortement les choses, parce qu'on a un risque de décrochage sur ce sujet comme sur d'autres, et je pense que c'est un sujet primordial pour nous. C'est vrai qu'il y a un momentum. L'urgence, je pense qu'un patron de start-up sait ce que c'est aussi au niveau du financement. Le voit venir. Donc la question suivante, je pense que merci déjà pour ces éléments de perspective. Mais sur le financement, quels sont les modèles du coup pour quelque chose qui n'existe pas quand il y a déjà une pression en fait financière? Comment on invente ça? Je pose la question à Clément. Je pose la question. Je ne peux pas parler pour toutes les sociétés qui font de la pertinence, mais je pense que sur les sujets des prescriptions, que ce soit de médicaments ou de biologie, on a un avantage, c'est que normalement le ROI financier il est quasiment immédiat. C'est-à-dire que l'un des trucs qui est très dur par exemple dans la prévention, c'est parfois qu'on fait des économies 20 ans après, ça c'est très dur à financer, on sait assez peu le faire. Dans notre domaine à nous, normalement on est capable de tracer sur un trimestre si on a vraiment fait faire des économies sur tout type de choses. Donc ça, je pense que déjà, ça ouvre peut-être à des modèles de financement un peu malins. On est capable, il faut être capable d'évaluer. C'est pas si simple. Je dis pas que c'est un claquement de doigts, mais je dis que c'est pas impossible parce que les prescriptions, encore une fois, de médicaments et d'actes, elles sont traceurs dans le système de santé. On les trace. Il y a des super bases. Il y a des rapports chargés produits qui sont faits chaque année, etc. Donc on sait où est-ce qu'on veut faire des économies. Donc ensuite, est-ce qu'on fait un modèle où on se dit, entre guillemets, quand on est capable de prouver qu'on fait des économies, on les redistribue à des gens qui l'ont fait, ou est-ce qu'on fait d'abord un modèle incitatif, etc. Ça, c'est pas à moi de me prononcer, et je suis sûr que l'assurance maladie a son avis, et qu'il y a des modèles via la convention médicale ou autre. En tout cas, mon point, c'est les modèles existent, et on fait des économies en année N1 directement sur le budget, ce qui permet quand même normalement de financer ce genre de choses. Parce que c'est vrai qu'à l'heure actuelle, ce qui est très frustrant pour une société comme la nôtre, c'est que, je vais faire le parallèle avec la course internationale, je vends 6 fois plus cher aux États-Unis qu'en France, pour un produit qui est 6 fois moins régulé. Je suis pas un medical device aux US, j'ai quasiment aucune régulation, et je vends 60 € par mois avec un médecin, là où je vends 10 € par mois en France. L'équation ne marche plus au bout d'un moment. Parce qu'en fait, la création de valeur que je fais, sur la qualité médicale, elle est pour l'assurance maladie. Et donc moi, je ne capte qu'une toute petite partie de la valeur qui est sur, effectivement, le temps pour le médecin, etc. Et donc si on veut que l'équation fonctionne bien, il faut mettre, entre guillemets, la carotte au bon endroit et quand même arriver à mettre les incentives financiers. Moi, je pense que, in fine, les modèles qui sont sains, c'est régulation et les bons incentives financiers. Ça permet un cadre qui est pérenne et qui est sain, en se disant, si tout le monde joue les règles du jeu, on reste dans les règles du jeu et on permet quand même aux acteurs de se développer et d'avoir un tissu économique. Je m'arrête là, mais je suis sûr qu'il y a des avis autour de la table. Ça, après, c'est le secret de Polichinelle. Il n'y a aucun doute que l'assurance maladie, elle vit sur le fait que les Américains paient pour nous, tous les industriels. Je veux dire, c'est vrai. Non, mais c'est une réalité. C'est-à-dire que c'est vrai que comme les États-Unis, c'est un marché non régulé, la dépense de santé, c'est plus de 17% du PIB. Nous, on est le deuxième pays, on est à 11%, 11-10%. Donc, en fait, c'est un pays sans régulation. Donc, effectivement, pour un industriel, c'est jackpot. Mais est-ce que c'est... Non, mais voilà. Nous, c'est pas notre modèle français, mais d'une certaine manière, nous, le fait d'avoir des acteurs qui font à la fois du français et de l'américain en tant que marché, c'est pas mal, parce que ça nous permet d'avoir des acteurs qui sont bon marché chez nous et qui font de la marge aux États-Unis. Donc ça, c'est pour la petite blague.
Non, la deuxième chose, c'est que, honnêtement, c'est un sujet sur lequel il n'y a pas de réponse exacte. On y travaille beaucoup. C'est un marché, comme je l'ai dit, la santé, c'est un marché hyper régulé. Sauf la relation contractuelle entre les industriels et les professionnels de santé, qui est un marché B2B où nous, l'assurance maladie, la haute autorité de santé, personne n'intervient. Donc soit on considère que c'est un marché, je vais prendre une casquette libérale, ultra-libérale, c'est un marché, et la main invisible du marché fait que, en fait, s'il y a de la création de valeur, l'acheteur va acheter. Ça, c'est l'option numéro 1. Après, il y a à l'autre bout du spectre les gens très interventionnistes. Alors moi, je suis plutôt très interventionniste. En fait, à un moment donné, la politique de santé, c'est une politique, c'est comme l'énergie, c'est comme la défense. Il y a un sujet de souveraineté, mais du coup, c'est hyper industriel. Et donc, ça doit être extrêmement descendant, ça doit s'imposer à tous, mais c'est pas très rigolo pour les industriels, je le dis, parce qu'aujourd'hui les industriels sont plutôt peinards dans leur relation avec les professionnels de santé. Le jour où l'assurance maladie débarque, elle fait des cahiers des charges, etc., c'est un peu moins rigolo. Mais le paradoxe, d'une certaine manière, et ce que Clément raconte, c'est que, en fait, à la fois la France, c'est un pays, et l'Europe, c'est très réglementé, etc., mais ce dont souffrent aujourd'hui des solutions comme celle de Clément, c'est l'absence de régulation, l'absence d'intervention du marché et du régulateur. Et donc, en fait, si on laisse le marché fonctionner sans intervention de l'État et de l'assurance maladie, c'est pas la qualité qui va gagner, c'est pas la pertinence qui va gagner. Si on veut mettre de manière très rapide de la qualité et de la pertinence dans le système, si on veut faire comme on a fait sur le numérique en santé, faire monter tout un écosystème pour qu'il soit interopérable, il faut un très fort interventionnisme de l'État. Donc ça, c'est un choix politique. Moi, je l'ai vu sur le numérique en santé, j'en suis absolument convaincu sur la pertinence, mais c'est un choix qui est un peu contre-intuitif par rapport à tout ce qu'on peut entendre sur la norme et l'IA, la donnée, etc. Dans le champ de la santé, moi, je n'ai pas de doute sur le fait que c'est l'interventionnisme, le plan et la régulation qui permet de faire monter les acteurs et de créer des barrières économiques par rapport à l'extérieur, ce qui est un peu paradoxal. Hein. Ça peut être contre-intuitif, mais c'est une manière d'être créatif et de soutenir un système solidaire. Du point de vue de régulateur, du politique, est-ce qu'il en parle ? Non, mais moi je trouve que dans le système où on a une aide à la prescription et un médecin, mais qu'il n'y a pas de modèle économique incitatif entre les deux, c'est quand même un problème. C'est-à-dire que s'il y a 15 à 20 milliards en gros à récupérer pour l'assurance maladie, il faut aussi le bon système d'incitation. Moi je reste convaincu que notre système, il est quand même pas très bien fichu, y compris finalement. Je ne veux pas ouvrir les grands débats sur financement à l'acte et tout ça, mais il y a quand même un truc dont on voit quand même. Je vois pas où sont les bonnes incitations pour qu'à un moment se dise une partie de ceux qui font l'effort récupèrent une partie du gain. Un gain qui revient directement dans les poches du budget de la sécurité sociale, pour dire les choses de manière large, de ceux qui ont financé des innovations. Mais je trouve qu'il n'est pas qu'il n'est pas complet ce modèle-là. Voilà, et moi je suis comme Marguerite Cazeneuve, je pense qu'elle n'a pas envie de se retrouver avec un système de soins équivalent à celui des États-Unis. Mais il faut qu'on crée un environnement assez propice à l'innovation quand même. Donc il faut quand même arriver à trouver ce chemin-là. Je ne sais pas si c'est une nouvelle planification. Toujours est-il que le modèle aujourd'hui, je trouve qu'il n'est pas encore posé. Voilà, et y compris là-dessus. Moi je veux dire, on regarde ça avec, en se léchant les babines quand même. On se dit, s'il y a 15-20 milliards de surprescription, il faut quand même qu'on arrive à les récupérer. Bon, il n'y a pas 15-20 milliards, on va finir par avoir le chiffre. Marguerite disait qu'elle ne le connaissait pas, elle le connaît peut-être, elle va peut-être nous dire à la fin de la table ronde, mais il y a quand même, on le sent bien. Moi, je reviens là-dessus. On sent bien qu'il y a une déperdition complète d'énergie et d'argent dans notre système de santé. Je veux dire, il suffit, de le fréquenter, de regarder les rapports de la Cour des comptes, de se dire qu'on va beaucoup trop loin. Donc, comment on remet de la vertu, de la sobriété ? Il faut quand même que chaque acteur ait une incitation à le faire, à la fin. S'il n'y a pas d'incitation, le système, il ne fonctionne pas très bien. Le cadre législatif pour ces à la fois nouveaux outils ou même nouveaux modèles. Déjà, je pense que par exemple, tous les dispositifs numériques, comme le vôtre et comme d'autres d'ailleurs, il faut absolument, ce que disait Marguerite tout à l'heure, il faut bien qu'on les évalue. Il faut qu'on rentre dans un dispositif, un cadre d'évaluation, en disant quel est l'impact économique, quel est l'impact en matière de qualité de prescription, on a accès aux soins. Donc il faut qu'on crée assez rapidement ce dispositif-là. Ça, j'en suis convaincu. Ne serait-ce que pour éclaircir le débat, ce que vous disiez, est-ce que ça rapporte autant ?
Oui, non. Est-ce qu'on sait le mettre en place de manière équilibrée par rapport aux plusieurs objectifs qu'on poursuit? Parce qu'on poursuit, c'est ça la beauté et la difficulté de l'exercice, c'est qu'on poursuit beaucoup d'objectifs à la fois. Et je pense qu'il faut... Et moi, je reste persuadé quand même que c'est une course de vitesse et que même si... disait c'est un pied de nez de Marguerite en disant c'est très bien, vous n'avez pas de marge ici et puis vous ferez votre marge aux États-Unis. Je pense que c'est pas très soutenable à long terme. Donc il faut quand même qu'on trouve le bon cadre incitatif. Donc évaluons ce type de dispositif. Moi, je suis un fervent partisan comme d'autres ici autour de la table. Je prends un caractère évaluatif. Même s'il est difficile, je pense qu'il y a une certaine urgence à agir. Et côté médecin généraliste, est-ce que le financement, c'est quelque chose qui... Alors, du point de vue du médecin généraliste, l'interventionnisme qu'on pourrait souhaiter, je pense qu'effectivement, on pourrait se dire, un outil, s'il est pertinent, le médecin généraliste, naturellement, va se l'approprier. On se casse les dents contre le mur des habitudes et la charge mentale du quotidien. On aurait tout le temps pour évaluer, faire tous les bancs d'essai de toutes les solutions existantes. Peut-être que ça serait envisageable, mais en tout cas, dans la pratique, on a besoin effectivement d'être guidé sur les changements de pratique et en plus, on a besoin d'y aller collectivement. Il y a des moments, il faut donner le top et je pense qu'il y a besoin d'incitation quitte à ce qu'elle soit temporaire et qu'une fois que les changements de pratique ont diffusé, si c'est pertinent, ça s'auto-entretient, ça se met en pilote automatique et on est prêt à y dévoluer une partie de nos charges et les incitations, on les bascule sur d'autres changements de pratique à réaliser. Mais en tout cas, je pense que sur le déclencheur, on a besoin d'avoir un déclencheur clair et typiquement on est conventionné, l'assurance maladie a un rôle là-dessus pour éviter qu'on aille dans des bulles, dans des choses où finalement on en revient et puis alors la mauvaise première expérience fait qu'on va moins se lancer sur une autre solution qui finalement est peut-être la bonne. Donc on a besoin de repères et d'incitations qui soient guidées. Merci. Du coup, on voit la direction, on voit l'urgence, on voit que tout le monde est quasi d'accord. C'est un peu trop facile. Ça, Marguerite. Un tout petit point, il faut quand même qu'on réalise que tout ce qu'on va faire sur la pertinence, etc., c'est hyper important. Et quand on parle de 15 milliards de déficit, et c'est un déficit qui grossit, il faut s'imaginer que la totalité des transports sanitaires, c'est 6 milliards. La totalité des arrêts de travail, c'est 16 milliards. Donc quand on doit faire 15 milliards d'économies, on doit rattraper 15 milliards de déficit, qui s'alourdit à hauteur de 1 ou 2 milliards par an, en fait, c'est considérable. Et donc, c'est là où c'est absolument indispensable que tout ce qu'on vient de se dire soit mis en place. Mais il faut quand même se mesurer la portée du dérapage et de la fragilité de la branche maladie. Et de ce que ça implique en termes de changement de pratique. Et donc il va falloir de l'efficience, mais il va aussi falloir de la prévention. Il va falloir, on va avoir besoin que tout le monde s'y mette. Et c'est pas uniquement, j'allais dire, les prescripteurs avec des bons outils. Ça veut dire pas de recette miracle, c'est ça? Beaucoup de magiciens. Mais on est quand même là pour essayer de trouver à la fois des solutions et peut-être garder espoir aussi dans ce modèle. Alors je vous projette sur 2026. Et je vous demande d'aller pas forcément de mesures concrètes, ce que vous avez envie de faire concrètement, mais au moins une brique où vous dites en fait 2026 ça serait bien que ça soit posé pour répondre à cette demande un peu urgente d'agir, même si c'est pas de la magie, mais au moins la bonne direction. Un PLFSS avec des mesures là-dedans. En fait, je vais faire très court, mais je pense que les 3 éléments principaux ont été cités. Évaluation, régulation et incitation. Pour moi, c'est les 3 choses. L'évaluation, elle est primordiale pour toutes les raisons qu'on a dit. Elle peut aller assez vite, parce qu'en fait, il y a plein d'acteurs qui ont déjà fait le boulot. On sait évaluer en France, la Haute Autorité de Santé ou autre. On ne va pas découvrir comment on évalue des solutions de santé, on le fait tout le temps. Et ensuite, en fait, le combo régulation et incitation. Et je pense que donc du coup, là, en 2026, ce serait super qu'on ait, entre guillemets, posé les pierres fondatrices de ces 3 jalons-là, que sont comment on évalue, comment on commence à réguler et quel début d'incitation on met. On n'a pas besoin d'avoir toutes les réponses, mais il faudrait au moins avoir lancé les directions sur ces 3 choses-là.
Ah, c'est difficile, un débutant blanc comme ça. Et je dirais que l'urgence, pour moi, elle est peut-être moins palpable comme ça, quoique. C'est que les décisionnaires soient plus sur change un petit peu de champ et qu'on soit plus dans une mise en opposition, soit des solutions, soit des acteurs, mais vraiment, dans les discours, hein, c'est beaucoup de narratifs là aussi, hein, mais vraiment dans une interprofessionnalité apaisée et complémentaire, et ça c'est vraiment une urgence parce que ça crée des soucis de pertinence avec des manques de communication entre les acteurs qui pensent chacun mieux faire que l'autre, etc., ou remplacer l'autre, et on a des doublons d'imagerie, de je ne sais quoi, d'informations qui se passent, et des parcours patients qui deviennent chaotiques avec des professionnels qui se retrouvent mis en concurrence les uns les autres et encore une fois c'est le patient qui perd au final. Donc c'est un peu un vœu pieux, mais ça me semble être l'urgence. Moi, je dirais que c'est aussi la transformation des institutions. L'assurance maladie, elle bouge aussi elle-même beaucoup, donc elle attend des professionnels qui changent leur manière d'agir, des industriels qui fassent de l'innovation. Voilà, se dire aussi que tous les acteurs publics, mais nous, assurance maladie, on s'est aussi mis dans cette démarche d'innover, d'être transformant, etc. Et donc à partir, c'est un exemple, mais de 2026, on pourra donner à chaque médecin la liste exacte patient par patient des retards de dépistage, de vaccination, etc. Donc ça, c'est un truc extrêmement puissant qu'on n'avait jamais réussi à faire jusqu'à présent, c'est-à-dire de prendre les données du SNDS, le système de données de santé, et faire du retour à l'opérationnel, c'est-à-dire revenir à la donnée patient et pouvoir donner cette information aux médecins. Donc ça, c'est hyper puissant. Et donc c'est pour dire aussi qu'on n'est pas juste, en tout cas il faut à mon avis qu'on continue cette logique qui consiste pas uniquement à donner des leçons ou à attendre des choses des autres, mais aussi à produire nous-mêmes des outils sur la base de la force considérable qu'on a en matière de données de santé, en matière de personnes dans les territoires, on a un réseau, etc. Et donc c'est comment est-ce que l'assurance maladie aussi en 2026, elle est à la hauteur de ce qui est attendu d'elle, notamment en réponse aux attentes qui sont faites des autres acteurs de santé. J'ai longuement réfléchi à la question, ça. On laissait un peu de temps pour y réfléchir. Et à la fin, moi je dirais pour 2026, et un peu en lien avec ce qu'a dit Marie Cazeneuve tout à l'heure, donc il faut qu'on soit plus efficient, plus innovant, mais on a quand même un espèce de mur devant nous. Un mur de financement de l'assurance maladie, de la sécurité sociale. Et je formerai le vœu que le mot économie ne soit pas tabou, et que quand on veut faire un certain nombre d'efforts d'économie pour essayer de dépenser peut-être parfois moins, mieux, on ne soit pas taxé tout de suite de dérive néolibérale. Voilà, parce que dans le débat politique, c'est un peu ça. Il y a une espèce de truc, dès qu'on veut bouger le moindre curseur, c'est qu'on veut abattre le système de santé. Oui, je n'osais pas employer. Mais moi, j'ai vécu des moments ahurissants à l'Assemblée, où le jour où vous brandissez le mot d'économie, on vous dit c'est vraiment la casse du service public, la dérive néolibérale. La dérive néolibérale, Clément l'a évoqué tout à l'heure dans son expérience personnelle aux États-Unis, c'est un autre modèle, ce n'est pas le nôtre, mais le nôtre, il n'est durable que si on regarde la réalité un peu en face, en se disant oui, on peut être attaché à notre modèle et dire qu'on doit faire des économies parce qu'il n'est pas soutenable et qu'on doit tous faire un peu des efforts. Et la question, c'est comment le construire, comment on construit ces efforts. Donc je forme le vœu que quand on aura un débat du projet de loi de financement de la sécurité sociale 2026, que la CNAM aura travaillé sur ces pistes d'économie et de réforme, qu'on puisse quand même regarder le sujet avec un peu de, comment dirais-je, un peu de lucidité, un peu d'objectivité et d'esprit collectif, quoi. Parce que les yaka faucons, ça ne marchera pas en matière de, je crois, de manière générale, ça ne marche pas, et en matière de santé, je crois, encore moins. Merci, j'aimerais bien avoir ta réaction là-dessus, Marguerite, sur le fait des économies. Est-ce que c'est un mot tabou? Est-ce que c'est... comment il faut regarder ce sujet? Bien sûr que c'est un mot tabou, je veux dire... c'est un mot tabou au Parlement, c'est un mot tabou pour les professionnels, pardon, c'est un mot tabou pour c'est un mot tabou pour tout le monde. C'est pour ça qu'il faut arriver à formuler les choses différemment. Le sujet, c'est pas uniquement, c'est pas des économies, c'est de se dire qu'on a un. En fait, je pense qu'on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte de la chance que l'on a d'avoir le système d'assurance maladie que l'on a, le système de santé que l'on a. Et donc c'est vrai que toute la journée à la télé, on nous parle des urgences qui ferment, du médicament pas disponible, etc. Et donc, on a presque le sentiment de vivre dans un pays où rien n'est accessible, où la santé s'effondre, etc. Et ça n'est pas vrai.
Il y a plein de choses qui vont moins bien qu'avant, mais ça n'est pas vrai. On a un très bon système de santé, on a un très bon système d'assurance maladie, et je pense qu'on a des difficultés à le valoriser. Au-delà du fait de parler d'économie, on a beaucoup de difficultés, et c'est vrai hein, pour tout le monde. C'est très rare qu'un politique, qu'un président de syndicat, qu'une institution, etc., elle puisse dire en fait c'est super, en France, eh ben, on fait ça, c'est super, en France on fait ça. Alors que voilà, et donc je pense qu'on a aussi besoin, comme l'a dit Thomas, il y a un besoin d'assumer le fait que la soutenabilité, ça passe par le fait de regarder de manière objective les dépenses et d'avoir des scénarios qu'on pose et auxquels on réfléchit, parce que il n'y a qu'à Faucon et que c'est insupportable. Et je pense aussi que ça nécessite de faire retomber un peu la pression sur cette espèce d'angoisse de casse du service public. Ça n'est pas vrai que la sécurité sociale recule, ça n'est pas vrai que l'assurance maladie recule. Hein, on a pris 5 points en termes de couverture des dépenses de santé depuis 10 ans. Ça n'est pas vrai que tout s'effondre, ça n'est pas vrai que voilà. Et donc ça, ce discours un peu positif sur nos services publics, un peu positif sur nos institutions, un peu positif sur notre pays, je pense que ça va de pair avec notre capacité aussi à regarder harmonieusement et avec un peu d'objectivité et de calme la manière dont on peut le transformer. Et alors moi, il se trouve que j'ai quelques collègues à l'Assemblée nationale qui ne partagent pas toujours mon point de vue et qui sont un peu dans ce grand déclassement de tous les services publics, et à chaque fois je leur dis mais si tu devais choisir un pays dans lequel tu devrais t'installer, alors tu prendrais lequel? Et je vous invite systématiquement à faire l'exercice quand même, parce que souvent il sèche un peu quand même, hein. Il sèche un peu. Merci beaucoup à vous 4 pour ces échanges sincères, à bâton rompu. On a eu au moins une discussion franche, peut-être un début de réponse. En tout cas, moi, je sors un peu rassurée de voir qu'il y a à la fois des gens qui ont envie que ça bouge, des gens qui ont envie que ça bouge ensemble. Si vous avez aimé passer ce moment, n'hésitez pas à le partager autour de vous. L'épisode sera disponible sur Pharma Minds Podcast. À bientôt. Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode, et merci d'être toujours plus nombreux à suivre Pharma Minds. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Pour ne pas louper la sortie des prochains épisodes, rendez-vous sur les réseaux sociaux. À très bientôt!